j'avais Kerim Bibitriki de Intel Corporation. Kerim Bibitriki, vous allez un peu planter le décor en nous parlant justement de ces deux thématiques sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure lors des panels. Kerim. Ambition. Bonjour. Je suis ravi de me joindre à vous pour cette deuxième édition du Digital Business Days. Et donc, je voudrais commencer par remercier les organisateurs pour cette opportunité. Alors, le changement est normal. Le monde est en perpétuelle évolution, notamment quand il s'agit de technologie. Mais il y a des moments particuliers dans l'histoire, des périodes où le changement s'accélère. Au fait, nous ne vivons pas un seul changement, mais plusieurs changements en même temps. D'un côté, on observe un rythme accéléré des innovations et avancées technologiques. D'un autre côté, nous vivons également des évolutions sociales et économiques importantes. Cela crée une sorte de cycle où des forces obligent les entreprises à repenser leur modèle économique pour s'adapter. Ce cycle provoque aussi parfois des zones de rupture dans des pans entiers d'activité. C'est un véritable vortex qui se charge en énergie. Un changement aussi rapide a des conséquences profondes sur les entreprises, mais aussi sur la vie de tous les jours. Nous avons appelé cela le Vortex of Change, un thème sous lequel nous avons rassemblé un certain nombre d'observations. Allons voir de plus près ce qui se passe. Comme je viens de le mentionner, nous vivons clairement dans un monde de changements incroyables. Et pour illustrer cela, je vais commencer par m'appuyer sur certaines projections de certains analystes. D'ici la fin de l'année, la majorité des grandes entreprises auront la transformation numérique au cœur de leur stratégie. Réfléchissons bien, il ne s'agit pas d'une stratégie propre au digital. Il s'agit de repenser la stratégie globale de ces entreprises autour du numérique. Et cela se passe au sommet de ces entreprises. Et pas seulement juste au niveau de l'IT ou de la DSI, ou seulement juste au niveau du marketing. À travers la deuxième indication, nous pouvons imaginer quelles sont leurs motivations. Ces entreprises comprennent qu'en cette période de profond changement, elles doivent embrasser le numérique pour non seulement maintenir leurs avances, mais surtout pour éviter la disruption. La taille n'est plus une garantie du succès. Et il y a eu suffisamment d'alertes et personne ne veut être le prochain Kodak. N'est-ce pas? Et puis à l'arrivée des millennials, ces jeunes âgés de 18 à 35 ans représenteront la moitié des employés dans le monde vers 2020. Demain. Sommes-nous prêts à attirer et à accueillir cette nouvelle génération de talents? Nous aurons besoin des meilleurs. Et la concurrence sera rude, aussi bien au niveau local qu'à l'international. Ces jeunes sont aussi nos futurs clients et nous sommes appelés à comprendre leurs attentes et à nous adapter à leurs préférences en matière de consommation, par exemple. Ce ne sont que quelques points et il y en a beaucoup d'autres. Alors, il serait tentant de penser que le rythme des changements finira par se calmer, par ralentir. Mais ça ne sera probablement pas le cas. Ceci est le changement minimum que nous pouvons prévoir aujourd'hui à l'échelle mondiale. Dans un moment, nos amis de Deloitte partageront avec nous d'autres indicateurs et d'autres observations plus contextualisées sur notre région, sur le niveau de maturité de nos entreprises et organisations et sur leur comportement par rapport à ces nouvelles tendances. Prenons plus de recul et voyons maintenant ce qui se passe encore à un niveau plus haut, à l'échelle macro. C'est une observation bien connue. Tous les 100 ans environ, on voit une vague d'innovation qui bouleverse tout. Cela a commencé par l'apparition ou l'émergence du charbon et de la machine à vapeur. Et vers 1860, ce fut l'introduction de l'électrification. Et 100 ans après, certains d'entre nous ont vécu la naissance de la révolution des ordinateurs et des communications. Chacune de ces périodes a ramené son lot de perturbations, mais a également présenté d'énormes opportunités pour ceux qui étaient prêts pour en profiter. Alors, nous n'avons pas encore atteint 100 ans depuis la troisième révolution industrielle, mais il devient évident que nous sommes déjà à l'aube de la prochaine grande révolution industrielle.
Nous naviguons encore à l'ère de l'Internet. Et à ce sujet, un collègue disait, si Internet était un film, nous serions probablement encore au stade du générique du début. Ce qui est clair, c'est que la 4e révolution industrielle représente la prochaine occasion pour non seulement rattraper le retard, mais aussi pour faire et réaliser un saut en avant. Et ceux qui auront la possibilité changeront les règles du jeu à nouveau. Et c'est tout l'enjeu des batailles actuelles. Ce que vous voyez sur cette slide, c'est des technologies phares. Vous connaissez beaucoup, sinon toutes, ces technologies. On les appelle aussi parfois des leapfrog technologies, parce qu'ils permettent, ou elles permettent justement de faire ce saut vers l'avant. Chacune de ces technologies, même prises individuellement, a le potentiel de transformer les entreprises. Lorsqu'elles sont combinées, elles ont le potentiel de perturber et de changer le monde d'une manière inimaginable. Et nous ne sommes qu'au début. Ces technologies sont en train de capter l'essentiel de la recherche et développement, des investissements de recherche et développement actuellement, ce qui va accélérer davantage leur maturation pour une exploitation généralisée au niveau de l'industrie et du commerce. Certaines le sont déjà. Et ces technologies sont en train justement d'accélérer l'effet vortex. Alors, c'est une observation que vous partagez probablement avec moi. Depuis plusieurs années, nous vivons une sorte de cohabitation entre deux modèles d'entreprise dans le paysage économique mondial. Des entreprises dites traditionnelles ou classiques et des entreprises dites de l'Internet ou du numérique, essentiellement des start-up à l'origine, mais qui ont connu une ascension, une croissance fulgurante. Peut-être qu'elles ont bénéficié de l'énergie du vortex. Mais dernièrement, nous remarquons une convergence des deux. Certaines entreprises d'Internet sont en train d'étendre leur champ d'activité vers des segments et des secteurs adjacents, comme le commerce, la banque, les assurances, le transport et même la santé. C'est le cas de quelques géants de l'Internet, comme Google, Amazon ou Alibaba, mais aussi de start-up, de fintech par exemple. Dans le sens inverse, une entreprise dite traditionnelle, un fabricant de machines agricoles, de tracteurs et de moissonneuses, John Deere pour le nommer, devient aussi un cloud service provider spécialisé, car il offre à travers sa plateforme numérique un certain nombre de services qui permettent aux agriculteurs d'optimiser leur plantation, leur récolte, toujours en utilisant ces machines agricoles, mais des machines intelligentes cette fois-ci. Et donc, de la même manière, nous pouvons imaginer que demain, un constructeur de véhicules deviendra un fournisseur de mobility as a service. Et nous verrons peut-être naître un nouveau marché, une nouvelle économie, l'économie du passager. Et oui, il faudra bien nous occuper pendant les trajets lorsque nous ne serons plus contraints de conduire nos voitures. Et cette économie représentera par exemple la valeur des produits et services dérivés de l'usage généralisé des véhicules autonomes. Et donc, juste pour vous donner une idée, Intel a récemment commandé une étude à ce sujet et l'opportunité globale de l'économie du passager a été évaluée à environ 7 000 milliards de dollars à l'horizon de 2050. C'est une énorme opportunité. Et donc, avec cette convergence, nous n'aurons probablement plus deux modèles d'entreprise ou deux modèles d'économie, mais un seul, celui qui fusionnera les deux mondes, le digital et le traditionnel. Et cela s'appliquera probablement à tous les secteurs d'activité et à toutes les industries. Pardon. Et à propos d'industrie, nous aurons l'occasion cet après-midi de voir un zoom sur une industrie particulière, celle des opérateurs télécoms. Comment ces opérateurs se transforment aussi à l'ère de cette nouvelle économie. Quels sont les défis auxquels ils font face et quelles sont les nouvelles opportunités qui s'offrent à eux.
Alors, face à tous ces changements et face à l'effet du vortex, comment les entreprises se réinventent-elles dans cette nouvelle économie? Et comment mesurent-elles le succès? Il serait naïf de penser que les résultats financiers ou les profits cesseront d'être une priorité pour mesurer la performance des entreprises. Mais parallèlement à la réussite financière ou économique, d'autres indicateurs deviennent extrêmement importants. Le concept du triple bottom line n'est pas vraiment nouveau, il a été introduit, cela fait plus de 20 ans. On l'appelle aussi les 3 P, pour dire People, Planet and Profit. Et donc vous avez imaginé, à travers ce concept, il s'agit de mesurer la performance des entreprises sur d'autres domaines, comme l'environnement ou le social, en plus bien sûr du résultat financier. Et si l'on considère la croissance démographique de la classe moyenne et donc des besoins et des consommations en ressources naturelles, si l'on considère cette nouvelle génération qui est plus attentive, plus sensible à des questions de climat, d'environnement et d'impact social, et si l'on considère aussi sa capacité grandissante d'influence à travers notamment l'effet amplificateur des réseaux sociaux sur la réputation, si l'on considère tout cela, on comprend que les valeurs liées à la responsabilité environnementale, sociale et les valeurs liées à l'éthique dans la conduite des affaires d'une manière générale deviennent de plus en plus pesantes sur la réussite économique d'une entreprise. Et donc, lorsque vous mesurez l'impact de la transformation, assurez-vous que vous projetez cet impact sur ces 3 volets et pas uniquement sur le volet financier traditionnel. Comme je l'ai dit au début, cette nouvelle économie a favorisé l'émergence de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux business models. Et je sais, vous êtes probablement tous familiers avec des concepts comme l'économie du partage, comme l'économie ou les modèles de co-création, ou encore de l'économie circulaire, ou encore sur l'importance d'offrir une expérience et pas seulement juste un produit ou un service. Je sais que vous êtes familier aussi avec les exemples célèbres qui illustrent l'implémentation de ces concepts et ces modèles. Et donc, je ne vais pas vous agacer en vous répétant ces exemples. Par contre, je sais aussi que la bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenant des exemples chez nous. Grâce à nos startups, certaines sont probablement présentes et partenaires de l'événement. Je ne vais pas citer de nom juste pour ne pas commettre l'impair d'oublier certains. Je veux juste leur dire bravo. Et bien sûr, il y a aussi un côté sombre. Nous lisons tous les jours sur la cybercriminalité qui sévit. Habituellement, ce sont les grands noms qui font la une, qui font les manchettes, quand elles subissent des attaques et perdent des données sur leurs clients, par exemple. Mais il n'y a pas que les grandes entreprises qui sont exposées à ce risque. Selon Microsoft, 20% des petites et moyennes entreprises ont déjà été la cible de la cybercriminalité. Et en augmentant l'empreinte numérique de l'entreprise, lorsque nous intégrons et nous déployons, par exemple, de nouvelles machines intelligentes, nous augmentons systématiquement aussi la surface potentielle de notre vulnérabilité. Il y a également les inquiétudes sur les emplois actuels, qui sont de plus en plus menacés par la montée des robots et de l'intelligence artificielle. Ce fut également le cas les siècles passés, lorsqu'on s'est inquiété sur l'impact de la technologie sur les emplois dans le secteur du textile, par exemple. Et il y a enfin la législation, la réglementation, qui a souvent du mal à suivre le rythme rapide de l'évolution technologique et des modèles d'affaires. Ce qui ne peut que mener vers le désastre, dans le cas de l'anarchie totale, ou engendrer des frustrations, voire même des frictions parfois, face à l'interdiction. Alors que les titres font souvent dans le sensationnel, il y a beaucoup de vérité sur les risques que nous devons comprendre lorsque nous nous lançons dans un projet de transformation. Et bien sûr, il n'y a pas de récompense sans risque. L'approche pragmatique consiste à se préparer pour atténuer
autant que possible le risque. Au niveau de la société, il est plus que nécessaire que nous engagions des débats responsables sur des questions aussi sérieuses. Mais nous pouvons aussi ne pas être d'accord avec tout. Mais en embrassant le changement, nous aurons probablement plus de chances pour influencer l'évolution et les devenirs de certains concepts. Car justement, il y a un autre risque. Il y a le risque de ne rien faire. Ne rien faire et attendre. Attendre et voir ce que font les autres, en espérant qu'ils se trompent. Et parfois, ils se trompent effectivement. Et quand ils se trompent, ils apprennent plus vite que nous. Ne rien faire n'est vraiment pas une option. Dans un monde qui change autant, qui bouge autant, le plus grand risque, c'est de rester immobile. Le cimetière des entreprises est jonché de grands noms qui, à cause de l'inaction, ont été d'abord marginalisés, puis se sont éteints. C'est une période de darwinisme numérique, une ère où la technologie et la société évoluent plus vite que ce que peuvent faire naturellement les entreprises ou les gouvernements pour s'adapter. Et donc, pour conclure sur ce point, aucun patron ne voudra être aux commandes quand ceci se produit. Alors, à la lumière de ces défis, mais aussi de ces opportunités, quelles sont les entreprises qui réussissent dans la nouvelle économie? Quelles sont leurs caractéristiques ou traits communs? Et quelles actions entreprennent-elles pour se démarquer de leurs pairs? À travers nos interactions avec des entreprises et des gouvernements à travers le monde, nous avons identifié un certain nombre de thèmes communs aux champions de la nouvelle économie. Et nous les avons rassemblés sous deux grands domaines, les personnes et les technologies. Il peut sembler étrange d'entendre cette déclaration de la part d'Intel, une entreprise de technologie. Mais sans la bonne culture et les bons réflexes, la technologie ne suffira pas à résoudre les problèmes de l'entreprise et ne permettra pas sa transformation. Et donc, il y a d'abord le volet innovation. Nous ne pouvons pas continuer à faire les choses comme elles ont toujours été faites et aspirer à la transformation. Et donc, la pensée et le comportement innovant sont essentiels d'abord pour susciter le changement. Mais avec l'innovation vient le risque. Et beaucoup d'entre nous ont passé l'essentiel de leur carrière à éviter la prise de risque. Et donc, pour que l'innovation prospère, il faut qu'elle soit clairement encouragée et stimulée. Et ceci doit être visible à tous les niveaux de l'organisation. Il y a aussi le fait que beaucoup de nos employés ne sont pas habitués aussi à partager leurs idées ou leurs opinions. Peut-être parce qu'ils pensent que l'innovation, c'est l'affaire de la R&D. Ce n'est pas mon affaire. Peut-être parfois que c'est sous l'effet de notre système d'évaluation des performances des employés. Suite à des périodes de relâchement, on essaie parfois de renforcer la redevabilité individuelle. Et en procédant de la sorte, sans le faire exprès et sans faire attention, nous créons un peu de concurrence entre les employés, ce qui parfois inhibe la collaboration. Et donc ce genre de système de mesure de performance à fort taux de redevabilité doit être accompagné d'un encadrement pour que justement cela ne dévie pas par rapport à l'objectif initial. Et bien sûr, conduire le changement n'est pas toujours facile. C'est beaucoup plus aisé d'en parler comme je le fais que de le mener sur le terrain. Mais toute transformation nécessite un changement quantique dans la culture. Et il incombe au premier responsable de mener ce changement. Dans ce contexte, le CIO joue aussi le rôle du Culture Executive Officer. Il y a un panel dans le programme qui est prévu autour de cette thématique et je suis sûr qu'il sera riche d'enseignements et de retours d'expérience. Alors, le deuxième domaine sur lequel travaillent les nouveaux champions de la nouvelle économique
est celui de la fondation numérique, pour justement profiter de ces innovations technologiques. Nous avons identifié 6 attributs, ou 6 piliers, sur ce volet-là. D'abord, ce sont des organisations orientées données. La donnée est leur matière première. Et pour la transformer en valeur ajoutée, elle doit être fiable et elle doit être accessible et traitée en temps réel. Si on translate ça au monde de la technologie et de solutions techniques, il s'agit de BI, de Big Data, de Data Governance, n'est-ce pas, et d'analyse des données. Et quand c'est de l'analyse prédictive ou prescriptive, elle fait appel aussi à de l'intelligence artificielle. Ce sont des entreprises qui comprennent qu'elles évoluent dans un monde de plus en plus intelligent et connecté. Et donc, ils vont étendre leur gisement de données au-delà du système d'information classique pour avoir encore plus d'insights qui leur permettent de driver l'excellence professionnelle au niveau de leur chaîne de production ou leur chaîne logistique. Ce sont des entreprises agiles tout en réduisant leurs coûts IT. Et vous avez compris, il s'agit ici de cloud. Et ce sont des entreprises qui veulent gagner et maintenir la confiance du marché, celle des clients et des investisseurs, en minimisant le risque sur le business, mais en protégeant aussi leur propriété intellectuelle et leur image de marque. Et là aussi, il s'agit de solutions de cybersécurité et de protection de données. Elles offrent des expériences connectées, superbes, immersives, pour gagner et retenir et fidéliser les clients. Ces expériences ne sont pas exclusivement online ou sur le web. Ils peuvent être aussi au niveau des points de vente, au niveau des agences. Et puis, comme on l'a vu, c'est des organisations qui favorisent l'innovation et la productivité. Et pour ça, elles commencent à transformer le lieu de travail, notamment en offrant des solutions techniques permettant à leurs employés d'avoir une flexibilité sur le lieu du travail, quand ça s'applique, bien sûr. Vous avez remarqué que j'ai utilisé des business outcomes pour faire appel à des technologies et des solutions techniques. Ceci pour dire que l'IT aussi change et se transforme, aussi bien au niveau des DSI qu'au niveau de l'écosystème des TIC. Notre conversation est en train d'évoluer autour de discussions concernant la résolution de problèmes business et pas seulement la résolution de problèmes informatiques ou techniques. Et là aussi, il y a un panel qui est dédié à l'IT Transformation, mais il y a aussi beaucoup d'ateliers experts cet après-midi qui couvriront plus en détail certains volets que j'ai abordés ici brièvement. Voilà, j'arrive à la fin de cette courte excursion à l'intérieur du Vortex of Change. J'espère que cela vous a procuré un peu d'air frais, mais vous a donné aussi un aperçu sur le riche programme de la journée. En vous transformant, n'oubliez pas de combiner les effets de plusieurs leviers. Celui de la culture, pour favoriser l'innovation et la vélocité dans l'action. Celui des business models, adopter ces nouveaux modèles ou créer le vôtre pour vous différencier de votre concurrence. Et puis, bien sûr, appuyez-vous sur ces leapfrog technologies pour prendre de l'avance. Faites-le en prenant soin des gens et de la planète. Merci. Merci. Merci Karim Bibitriki de Intel Corporation pour cette présentation.